La finance au service de l'économie, voilà le thème qui va nous animer aujourd'hui avec Jean-Baptiste David, président de WeDoWin. WeDoWin qui accompagne les épargnants dans l'univers du capital investissement. Bonjour Jean-Baptiste David. Bonjour Jean-Baptiste. Nicolas, bonjour Laura. Alors ce capital investissement fait de plus en plus parler de lui, en tout cas du point de vue des particuliers depuis quelques années. Alors auparavant c'était réservé aux institutionnels ou aux grandes fortunes, mais aujourd'hui les épargnants, beaucoup plus d'épargnants peuvent investir via différents produits classiques comme des assurances vie ou autres, en private equity directement. Encore faut-il faire un peu de pédagogie sur ce que ça veut dire investir en private equity. C'est de l'épargne de long terme, c'est investir dans des sociétés, donc c'est lié à la performance d'une entreprise. Ça peut paraître moins liquide que d'autres investissements pour les épargnants. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu, Jean-Baptiste David, sur le private equity ? C'est d'expliquer ce que c'est aux épargnants, de les convaincre d'y aller, ou on en est où aujourd'hui ? Alors, nous, effectivement, WeDoWin, c'est le métier de WeDoWin d'accompagner des investisseurs privés sur la gestion de leur patrimoine. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est de dire l'argent, la finance doit servir à quelque chose et doit avoir un impact fort. Aujourd'hui, dans l'air du temps, on voit l'émergence de l'ISR, des critères ESG. Le private equity, je pense que c'est sa nature propre, c'est-à-dire de financer les PME françaises et leur développement et leur transmission. WeDoWin, c'est une équipe qui est au service de la passerelle entre l'épargne et l'économie française. D'accord. Le tissu économique. Et notamment les entreprises, puisque du coup, ça va financer directement les entreprises. Et donc, effectivement, la première étape, c'est de se dire, il faut faire savoir, il faut faire comprendre ce que c'est que le private equity. Il faut faire savoir parce que les épargnants ne sont pas forcément conscients que c'est possible, ou il faut faire savoir, il faut faire comprendre ce que c'est que le private equity. Oui, il faut déjà faire comprendre ce que c'est. D'accord. Si on a envie d'y aller. Bien sûr. Il faut faire émerger aussi et faire prendre conscience des risques, parce que évidemment, c'est un univers qui est risqué pour l'entreprise, et des contraintes, parce qu'effectivement, il y a une question de liquidité, de risque suivant le segment du capital investissement, parce qu'évidemment, à l'intérieur, il y a des ramifications. Et puis après, il y a évidemment la partie sympa, c'est le gain que ça peut apporter. Après le risque, le gain. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est déjà de faire savoir, et puis après, de construire des produits qui sont adaptés. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Nicolas, c'est que avant, c'était réservé à des investisseurs institutionnels qui sont complètement avertis sur le sujet, qui ont des experts métiers et qui en savent autant que moi. Aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle qui est beaucoup plus néophyte sur le sujet. Il n'en reste pas moins vrai que c'est très intéressant pour eux. Et donc, il faut leur expliquer. Et puis après, il faut avoir des produits qui sont adaptés en termes d'horizon d'investissement, tout simplement. Puisque des investisseurs ont un horizon qui est beaucoup plus lent. On parle de 20 ans, 25 ans, voire sans durée de sortie. Là, en moyenne, on s'engage pour... Là, généralement, les FCPR, donc fonds de capital risque, finalement, sont généralement construits sur un horizon de 8 ans. Oui. Voilà. Alors, avant, on parlait beaucoup de capital investissement lié à la défiscalisation. Aujourd'hui, cette défiscalisation s'arrête parce qu'il y a eu la disparition de l'ISF. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les investisseurs privés s'intéressent au capital investissement, mais pour le rendement. Qui est très élevé, qui tourne autour de 11%. Qui est effectivement très élevé. Alors, généralement, plus on met de contraintes, plus on rogne un petit peu sur l'investissement, puisque un institutionnel peut prétendre à un rendement net de 15, 20, 25%, quand les produits qui sont plutôt sur le retail, donc pour les investisseurs privés, sont plutôt entre 8 et 12%, suivant le niveau de risque. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on n'est pas une société de gestion, on accompagne des investisseurs privés dans la totalité de la gestion de leur patrimoine, et on leur propose sur la partie long terme, sur la partie 8-10 ans, au lieu d'acheter des actions dans leur PEA cotées, donc du Total, du L'Oréal ou que sais-je, on va leur proposer de rentrer sur des produits qui, sur un circuit court, vont financer la croissance de PME. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de l'autre côté de la barrière, il faut aller chercher. C'est ce que j'allais dire, encore faut-il avoir des entreprises à financer. Exactement. Aujourd'hui, le capital investissement en France s'élève à peu près 20 milliards par an, et ce qui fait que tout est bien investi, mais si on devait augmenter ce montant-là,
la problématique, c'est aussi de trouver les cibles pour générer du rendement. Parce qu'on ne peut pas se dire on va lever 100 milliards et puis on va attendre que ça passe et ne pas créer de rendement. On croit en la valeur économique et donc du coup, investir dans des PME pour qu'elles génèrent de la valeur économique et puis que derrière, ça se transforme en rendement. Et vous êtes capable aujourd'hui de dire s'il y a plus d'offres que de demandes justement entre l'épargne à investir et les besoins en financement des entreprises? On en est où aujourd'hui? Alors, sur l'épargne à investir, il y en a énormément. Tout simplement parce que... De gens qui sont prêts à aller en private equity? Oui, parce que les rendements sont très faibles sur les autres actifs. D'accord. C'est-à-dire que vous avez... on ne va pas tout détailler, mais aujourd'hui, vous avez des taux qui sont extrêmement faibles. Et donc, on est en recherche de rendement de la part des investisseurs. Et donc, il y a une nécessité de prendre du risque pour aller chercher du rendement. D'accord. Et la part donner du sens à son épargne, est-ce que ça c'est vraiment important ou finalement non, c'est que le rendement dans je pense que ça fait partie de l'explication parce que c'est totalement différent d'investir dans une PME qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, qui a 20 personnes et à qui, quand on prend un bout de son capital, on lui fait un chèque pour qu'elle se développe, que d'investir dans un Total où, quand on achète des actions, on les achète à quelqu'un qui les avait avant. Bien sûr, donc ça, il n'y a pas le côté spéculatif. Exactement. Donc on est vraiment dans le financement des projets de l'entreprise ou de la transmission de l'entreprise. C'est deux modèles différents. Mais vous, c'est principalement du capital développement? Capital développement, c'est-à-dire aller financer les projets à venir de l'entreprise, et le capital transmission, qui est de dire l'entreprise doit être cédée parce que le dirigeant doit partir à la retraite, et donc il y a un schéma de financement qui se met en place parce que le repreneur doit racheter l'entreprise, ce qu'on appelle un LBO. Et Jean-Baptiste, vous vous positionnez sur le capital développement, est-ce que c'est pour amoindrir le risque, puisque c'est une partie moins risquée, non? Effectivement, à l'intérieur du capital investissement, il y a plusieurs segments vous disiez, il y a des ramifications. Voilà, il y a des ramifications. La différence, c'est quoi? C'est la maturité de l'entreprise. Plus l'entreprise va être jeune, plus l'investissement va être risqué. Exactement. On parle de start-up, les sociétés ne sont pas rentables. Nous, on se concentre uniquement sur des sociétés qui sont entre 3 millions et 30 millions de chiffre d'affaires et qui sont rentables, avec des business models qui sont connus et extrêmement fiables. Bon, ça n'empêche que ça peut être risqué quand même. Bien sûr. Quand on parle de risque, c'est quoi? C'est de perte totale du capital investi parce que la société dépose le bilan, c'est ça? Suivant les segments. Ça, c'est le segment, le scénario le plus noir. Exactement. Le scénario noir, c'est de dire on investit dans une start-up, on finance de la recherche. Si on ne trouve pas, finalement, il n'y a pas d'issue. Et donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires, et donc il n'y a pas de rendement. Voilà. En revanche, une société qui est en phase de développement, qui est rentable, admettons, on investit dans une société qui fait du transport. Si demain, la société est en difficulté, on a une équipe de M&A, de fusion-acquisition. En 10 minutes, je vous trouve une centaine de sociétés qui est dans le transport en France et qui seraient capables et intéressées pour acheter. Vous voulez dire qu'on peut sortir effectivement par le rachat de l'entreprise et donc là, en fait, on récupère nos parts automatiquement. Plus la société a avancé, mature et a de l'actif, plus on va avoir des solutions de sortie et on évite la bulle, entre guillemets. D'accord. Okay. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de participation qui vous tient particulièrement peut-être à cœur? Alors, il y a une société, il y en a évidemment plusieurs parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. On rencontre beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées et c'est pour ça qu'on les accompagne. Une société qui s'appelle Smiller, qui fait des groupes électrogènes et qui est dans l'univers de la maintenance et des groupes électrogènes. Ils font des groupes électrogènes pour, par exemple, des CHU ou pour la SNCF qui prennent le relais s'il y a une coupure de courant. Et ils s'occupent de toute la maintenance de ces systèmes électriques. C'est une société qu'on accompagne. Le dirigeant, qui est Richard Chantreau, une quarantaine d'années, est vraiment en phase de croissance. Il s'occupait des groupes électrogènes dans l'armée. Il a racheté une petite société qui développe. Ça fait 30-40 points de croissance interne. Donc, il développe vraiment bien la société d'un point de vue commercial. Et c'est une société qui a opéré, qu'on a suivi sur 2 croissances externes. Donc, c'est une société qui faisait, quand on l'a connue, 1,5 million de chiffre d'affaires. 2 ans et demi après, elle fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. Ah oui. Voilà. Et on est passé de 20 salariés à 60 aujourd'hui. C'est une société qui a un défi, c'est continuer sa croissance interne, déployer son système en national, continuer ses croissances externes. Et ça, on l'accompagne là-dessus avec notre équipe de M&A. Et l'idée, c'est de pouvoir correctement absorber les sociétés qu'elle rachète. Il nous reste quelques secondes, Jean-Baptiste David. Je reviens sur la question de l'offre et de la demande. On a compris du coup qu'il y avait des épargnants qui étaient prêts à investir. Côté entreprise, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des financements mais qui répondent aussi à vos critères derrière de solvabilité et autres?
je pense, le point le plus important, parce qu'aller chercher de l'argent aujourd'hui, il y en a beaucoup. La question, c'est comment on l'investit. Nous, notre stratégie, elle est claire. C'est de se dire, il y a des gros acteurs du capital investissement dans les grandes métropoles de France et qui sont très implantés. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de s'implanter dans les tissus économiques en région. Donc on va à Nancy, à Limoges et à Rennes pour essayer de trouver un tissu d'entrepreneurs qui ont besoin d'être renforcés en fonds propres, et ça nous crée des opportunités d'investissement. Et on est des chasseurs d'opportunités pour les investisseurs privés finalement. Sur tout le territoire Voilà. français. Merci beaucoup Jean-Baptiste David de nous avoir détaillé comment la finance se met au service de l'économie. Jean-Baptiste David, président de WeDoWin. Merci Nicolas.